Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'On se dit tout. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la question du salaire. Bien le négocier une augmentation repose sur des compétences techniques, mais aussi sur certaines compétences douces. Et cela ne s'improvise pas, nos spécialistes vous disent tout. Ensuite, je vous propose un entretien avec le docteur Salma Louazani. Elle est chirurgien esthétique sur les actes les plus prisés par les hommes. Restez avec nous pour les détails. Négociation de salaire, mode d'emploi, on en parle tout de suite avec deux spécialistes. Mona Sbahi, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors vous êtes ex-DRH et coach. Oui. Et puis Salima Debar, bonjour madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Alors vous êtes professeur universitaire, chercheur en RH et coach. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup d'être là pour cette question de salaire. Pourquoi on a pensé à ce sujet? C'est parce que eh bien, on fait des études pour arriver sur le marché du travail, pour travailler, bien sûr, pour se développer professionnellement et aussi pour pouvoir vivre et toucher un salaire. Sauf qu'on ne nous enseigne pas comment négocier ce fameux salaire à la fin du mois. Donc, comment se négocier un salaire et aussi comment se négocier une augmentation, nous allons en parler au fur et à mesure. Mais juste avant, nous avons posé la question à différents passants. Je vous propose de voir tout de suite ce qu'ils en pensent. On commence quand on accède à un poste, on commence à prévaloir ses compétences. On essaie de donner des résultats à la société. Donc une fois que la société commence à avoir des résultats, à ce moment-là, on peut parler d'augmentation ou négocier une négociation. Enfin, négocier un salaire. Dans la fonction publique, il y a des grilles indiciaires. Il y a des salaires qui sont fixés par le statut général de la fonction publique et par les taxes y afférents. Ce qui fait la marge de négociation pour un fonctionnaire pour négocier son salaire est très limitée, quasiment inexistante. Malgré ça, il y a quand même une possibilité de gagner des primes ou des indemnités et qui sont normalement octroyées selon le mérite, c'est-à-dire selon le rendement, selon le comportement. Mais ce sont des indemnités qui changent, qui ne sont pas régulières ou permanentes. Ça dépend de la situation budgétaire et ça dépend des opérations dans lesquelles on est engagé. Un salaire, ça se négocie par rapport au niveau scolaire et par rapport aux années d'expérience. D'accord? Donc quelqu'un qui a un bac plus 5, négocier un salaire qui correspond à son profil. Mais quelqu'un qui a un bac plus 5 avec 10 ans d'expérience, c'est autre chose. Actuellement, l'expérience joue un rôle très important. On peut avoir juste un bac plus 2 et avoir 15-20 ans d'expérience. Là, ça change un petit peu la donne. Vous comprenez? Donc, on peut avoir un bon technicien qui peut accéder à des postes de responsabilité par rapport au nombre d'années d'expérience qu'il a vécu. Donc, ça devient pour lui un métier. Pour le salaire, déjà, il faut venir avec les expériences et les diplômes qu'on a. Il faut discuter, il faut parler, il faut mettre en valeur ce qu'on sait faire. Et voilà, les augmentations, il faut oser. Il faut à la fin de l'année taper, prendre un rendez-vous avec le patron et discuter, dire bon voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Moi j'ai besoin d'une augmentation de salaire, sinon je vais voir ailleurs. Sinon, je vais voir ailleurs. Alors, on va voir si ça marche vraiment comme ça ou pas. En tout cas, on remercie vraiment toutes ces personnes qui nous ont donné leur avis par rapport à la question. Différents points ont été soulevés. Il faut d'abord faire ses preuves avant de négocier. Le secteur privé, public, les années d'expérience, oser demander une augmentation. On va y aller petit à petit. D'abord, Mona Sbahi, un salaire, c'est quoi au juste? Un salaire, c'est la contrepartie perçue par le salarié. La contrepartie perçue par rapport à son travail, à un travail réalisé. En principe, c'est ça. C'est de manière très simple. Vous faites un travail, il y a une contribution et il y a une rétribution, normalement, en contrepartie de ce travail.
Alors, justement, vous êtes d'accord avec la définition, Salima Dbar? Oui, mais moi je rajouterais une rémunération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de salaire, on parle d'un chiffre. Alors que maintenant, un salaire, c'est beaucoup plus que le chiffre. Il y a le chiffre, il y a les avantages, il y a les congés payés, il y a plein de choses qui rentrent dans la rémunération. Et donc maintenant, parler de rémunération, c'est beaucoup plus juste que de parler d'un chiffre qui est le salaire, qu'on entend généralement parler par salaire. Ok. Donc moi, je dis que le salaire ou la rémunération, c'est la fin d'un processus de recrutement ou la fin d'un processus d'évaluation de la performance. Parce qu'on ne donne pas un salaire comme ça, c'est qu'il y a eu un préalable qui est peut-être un processus de recrutement, ou alors il y a eu une évaluation sur la base de laquelle il y a des promesses ou il y a une possibilité d'augmentation, d'évolution, etc. Parfait. Donc, on donne un salaire après un recrutement, donc vous l'avez dit, après un processus de recrutement, ou après un processus d'évaluation, donc pour justifier une augmentation. Alors, l'un des intervenants disait qu'il faut d'abord faire ses preuves avant de négocier. Je vais vous poser la question par rapport à celui qui démarre sur le marché du travail, le jeune qui sort de ses études, de l'université, de l'école, enfin d'un institut, et il arrive sur le marché de l'emploi et il a besoin de décrocher ce premier job qui veut dire beaucoup de choses pour lui au-delà même du salaire. Et à ces jeunes, on ne leur dit pas. On leur dit comment préparer un CV, comment se préparer à un entretien d'embauche, mais on les prépare rarement à négocier un salaire. Comment se négocie le premier salaire? Je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai que ma formation. Comment je peux négocier et est-ce que j'ai le droit de négocier ou je dois d'abord faire mes preuves? Alors, moi, d'abord, je ne suis pas d'accord par le fait qu'on les ait pas préparés. Ils sont préparés dans la mesure où il y a des formations qui se font dans le sens de quel est le marché, renseignez-vous sur les postes, renseignez-vous sur les entreprises. Et effectivement, les étudiants, ils ont l'occasion de faire des stages au préalable, de faire des missions auprès des entreprises. Donc, normalement, il y a une étape qui les a préparés au marché de l'emploi en leur donnant, par exemple, des résultats des enquêtes sur les salaires. Ça se fait tous les ans maintenant. Et donc, en fait, les fourchettes de salaire existent. Les salaires par secteur, ça existe. Les grilles de salaire, généralement, dans les grands secteurs sont connues. Mais quand vous dites ça existe, c'est connu, c'est aux jeunes d'aller les chercher. Parfois, dans le cursus, ça existe. Même les professeurs, généralement, donnent des informations, même si elles ne sont pas très, très précises ou très approfondies. Mais là aussi, quand on prépare son avenir, on a cette responsabilité et on doit responsabiliser les jeunes dans le traçage ou dans la définition de ce qu'ils veulent de la vie professionnelle qu'ils sont en train de préparer justement maintenant. Je pense que là, par rapport à cette question, est-ce qu'on est préparé ou pas, c'est pas toutes les institutions, les grandes écoles. Vous savez, on trouve ça dans les grandes écoles, on les trouve dans les grandes écoles, secteur public ou privé. Tout à fait. Dans l'université, par exemple, et vous êtes dans le domaine, il n'y a pas toujours de matière spécifique pour la préparation à l'emploi. Maintenant, il y a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle les Kalul Centers, qui sont nouveaux. Qui sont nouveaux, mais qui s'en occupent, et c'est déjà pas mal. Oui. Donc, il y a aussi quelque chose que je remarque, par exemple, les grandes écoles, ils essaient de préparer. Ils sont nouveaux, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas présents dans toutes les universités. Voilà. Mais c'est pour ça que, justement, cette émission a l'avantage d'arriver au plus grand nombre. Oui, donc, si on peut diffuser plus d'informations au plus grand nombre, absolument. Voilà, c'est le but. Et donc, il y a aussi de grandes écoles, ou les écoles de commerce ou de gestion ou d'autres, qui préparent mal à cette étape, en vous disant que vous êtes lauréat de telle école, et donc vous demandez tel salaire. Et donc, on arrive sur le marché de travail avec une illusion. Une fois devant le recruteur, on vous demande « c'est quoi vos prétentions salariales ?» et vous êtes vraiment out. Parce qu'on vous a mal préparé. Donc, comme a dit Salima, là, il y a quand même de l'effort au niveau de ces institutions qu'il faut savoir louer et applaudir. Maintenant, c'est aussi aux étudiants ou à ces lauréats et futurs lauréats de bien se préparer. Ce n'est pas une tâche qu'on délègue. Il faut savoir se mettre sur le marché de travail. Vous avez 2, 3, 5 ans d'études, assez de temps pour se dire qu'est-ce que je veux, comment je veux démarrer ma carrière, de se renseigner. Il y a maintenant les enquêtes salariales, il y a des informations, il faut se demander autour de soi. On les trouve où?
Sur Internet, même sur Internet, les journaux les diffusent annuellement. Il y a des cabinets qui le font tous les ans. Il y a même un cabinet qui est sur sa 4e édition. Donc, en fait, il y a de l'information. Et même pour compléter ce qu'a dit Mouna, c'est que même dans les universités aujourd'hui, il y a des centres d'écoute. Et il y a des career centers, justement, qui sont installés pas dans toutes les facultés, j'y conviens. Mais effectivement, même dans le secteur public maintenant, il y a beaucoup d'émulation qui se fait dans ce sens. Alors ça, c'est les spécialistes qui parlent de leur point de vue de spécialistes aux jeunes. Mais un jeune qui nous regarde, il attend cette réponse. Est-ce que j'ai le droit de négocier mon salaire? Est-ce que j'ai un statut qui me permet de revendiquer un certain salaire? Ou bien il faut vraiment, quand je démarre, que je m'aligne à ce qu'il y a sur le marché? Moi, je lui dis 2 choses. Je lui dis d'abord, renseigne-toi. Parce qu'on ne peut pas aller dans un entretien d'embauche sans avoir suffisamment d'informations sur l'entreprise vers laquelle je vais. Ça, premièrement. Deuxièmement, les secteurs ont des prix et des salaires différents pour le même travail. Je peux vous dire qu'un directeur financier est mieux payé dans un secteur et beaucoup moins payé dans un autre. Dans l'industrie et les services, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est le genre d'information... Qui paye mieux pour les directeurs financiers? Le secteur bancaire est mieux. D'accord. Pour les financiers. Pour les financiers. Donc, justement, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus prisés pour certaines fonctions et qui le sont moins pour d'autres. Donc, il faut comprendre ça d'abord et ensuite comprendre une deuxième des choses. Écoute, moi, je suis étudiante, je viens de sortir, j'ai cette information. Donc, j'ai fait des stages, j'ai fait des missions auprès des entreprises, j'ai fait du travail para-universitaire, j'ai des contacts, etc. Et maintenant, je me pose la question. Bon, compétences pareilles, un diplôme pareil, qu'est-ce qui me distingue des autres, qu'est-ce que j'ai de plus par rapport aux autres, et donc, quelle est la fourchette dans laquelle je devrais me mettre? Normalement, je demande à mes amis, à mes anciens, parce que maintenant, il y a les anciens aussi. Le réseau est très important, les professeurs. Alors, selon ça, où je me situe, et il faut avoir une fourchette. Dans cette fourchette, il y a un idéal, et il y a un salaire à ne pas accepter du tout pour ne pas se brader. Et c'est là où commence la négociation. Je fais mon entretien et j'attends que le recruteur commence à s'intéresser à mes compétences. Il faut attendre un certain moment, le bon moment pour parler de salaire. Le salaire ne se discute pas tout de suite. Ok. Il ne se discute pas tout de suite, puisque l'émission, c'est négociation salaire mode d'emploi, donc on donne vraiment le mode d'emploi petit à petit. Il se négocie à partir... Oui, pardon Mona, et il se discute à partir de quel moment? Est-ce que je laisse venir avant d'arriver à cette question, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit Salima et je rejoins parfaitement son raisonnement et sa logique. Maintenant, il faut à ces jeunes-là, parce que le message aussi est aux jeunes, c'est de se mettre en tête d'avoir un projet personnel et professionnel, d'avoir une idée sur sa carrière. Le vrai problème, c'est qu'on se met sur le marché du travail et on n'en a aucune idée. Je veux juste décrocher un travail, n'importe lequel. Et des fois, le salaire pourrait être un déterminant. C'est-à-dire, ce poste-là va m'offrir, ou cette entreprise va m'offrir 5 000, celle-là va m'offrir 7 000. Eh bien, je saute sur les 7 000. Mais j'oublie la carrière. Avec ces 7 000, dans 3 ans, 5 ans, je vais être à la même place. Je vais vraiment fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais sans valeur ajoutée pour ma carrière. Avec 5 000 dirhams dans une année, je pourrais négocier 8 000 ou même plus, avec une visibilité de carrière. Donc, il ne faut pas oublier ça. On ne va pas chercher un travail juste pour le travail. Pour le salaire. Il faut se mettre en tête cela. Une carrière, pas que pour le salaire. Le salaire est un élément déterminant, important, c'est sûr. Maintenant, il faut le contextualiser et le mettre dans cette optique de gestion de carrière. Ça s'arrête pas là. Et de projets personnels et professionnels. C'est un sujet que nous allons traiter prochainement, justement, dans l'émission. Parce qu'à chaque fois qu'on programme ce sujet, on se rend compte, justement, de la nécessité de le rattacher à une autre thématique. Et bientôt, on aura des spécialistes pour en parler. Donc à quel moment en parler? Dans l'entretien d'embauche, comme a dit Salima, il faut savoir poser déjà des questions, s'intéresser au poste, s'intéresser à l'entreprise, s'intéresser à la nature du travail, s'intéresser à la fiche de poste, ou à l'ensemble des avantages s'il y en a, etc. Ça, c'est avant l'entretien? C'est même pendant l'entretien. Bien sûr, on se prépare en amont. Mais des fois, on n'a pas toutes les informations. Exact. Des fois, le poste, c'est chargé de communication, ou chargé de recrutement, ou chargé de... Mais il n'y a pas la fiche de poste dans l'annonce. Donc, l'intitulé m'intéresse. À quel moment ce jeune peut poser ces questions qui peuvent sembler, peut-être pour le recruteur, un peu opportunistes? À quel moment on a échangé sur le cursus,
on va dire pas sur l'expérience parce qu'il n'a pas encore d'expérience professionnelle. Oui. On a échangé sur le cursus. Mais il a des Justement, stages. cette histoire d'expérience n'est pas tout à fait pas d'expérience. Justement, enfin, ça dépend peut-être des formations, peut-être des cursus, peut-être des personnes diplômes, aussi, etc. Oui, des profils. Ou des exact. profils. Et donc là, il est important de savoir que normalement, pendant la formation, il faut qu'il y ait de l'expérience. C'est-à-dire demander un travail juste après le diplôme sans avoir aucune expérience en termes de stage ou en termes de mission, c'est-à-dire que le lauréat a failli un peu à sa mission. De préparation d'étudiants, de préparation de son avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là, je ne sais pas combien de traits je mettrai dessous, c'est qu'un travail, ça se prépare en avant. Et il y a aussi, il est nouveau, il est encore profane sur le marché, mais le recruteur aussi, il a intérêt à recruter du son nouveau. On recrute des jeunes parce que c'est vrai, il manque peut-être d'expérience technique, il manque. C'est pas qu'ils n'ont pas du tout. Ils manquent d'expérience technique, mais ils ont quand même. En fait, ce qu'on cherche dans un jeune, c'est le dynamisme, c'est son nouveau, c'est ses qualités personnelles, et donc aussi le background ou le bagage qu'il a acquis au sein de l'école ou de l'université. Donc, on recrute. Et puis aussi, il y a un avantage sur le salaire, bien sûr. Quelqu'un qui vient de commencer, on ne va pas lui donner, même s'il demande, le même salaire qu'une personne qui a 3, 5 ans ou 10 ans d'expérience. Maintenant, à quel moment demander? Oui. Vous êtes une ancienne DRH. Vous avez fait passer des entretiens. J'en fais passer toujours. Vous continuez à en faire passer. Oui. Alors, donc, vous savez, qu'est-ce qui passe pour vous et qu'est-ce qui passe moins bien vous de la savez, part ça de ce dépend jeune? du profil qui est devant vous. Donc, on apprécie bien des gens qui savent bien négocier déjà le poste. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les missions? Quelles sont Il faut qu'il vous pose ces questions. On aime bien. Parce que ça prouve qu'il est curieux, qu'il est intéressé par le poste. Il n'est pas là juste à subir, il est dans les pommes et on lui pose vous avez des questions à poser? Non, je ne sais pas. Et ça, c'est de la préparation. C'est pourquoi Salima, et je pense qu'elle va être très d'accord avec moi, c'est que toutes les occasions sont bonnes pour passer des entretiens, que ce soit des simulations au niveau de l'école, de l'université, ou bien aller juste passer des entretiens pour quand même se frotter à la réalité. Voilà, et dépasser le trac, le stress, etc. Donc, à quel moment, en tant que recruteur moi-même, c'est-à-dire aujourd'hui devant un candidat ou une candidate, je suis en train de lui poser des questions, on est arrivé là, etc. Généralement, ça vient du recruteur. Généralement. C'est-à-dire que le candidat ou la candidate pourrait bien se passer de poser cette question au départ et d'être plutôt intéressé par le poste, par le contenu, par les tâches, par les relations hiérarchiques, par les formations. On aime bien les gens qui vous demandent est-ce qu'il y a une gestion de carrière, quelles sont les possibilités d'évolution. Et là, vous dites ça c'est intéressant. Quand vous dites possibilité d'évolution, vous ne parlez pas de salaire, vous parlez de formation. Avant de parler de formation. Normalement, quand il y a une évolution dans le poste, il y a une évolution salariale qui va suivre. Entre parenthèses, normalement, encore une fois. Maintenant, et vous dites, cette personne, il est intéressé aussi par le contenu que le contenant. Et donc, le salaire, généralement, ça vient du recruteur. On vous dit, quelles sont vos prétentions salariales. Et là, le candidat pourrait être vigilant. Surtout si cette entreprise, ce poste-là m'intéresse vraiment, j'y vois une évolution, une gestion de carrière, je pourrais bonnement dire, j'aimerais bien connaître votre fourchette. D'accord. Ou être le candidat n'est pas supposé connaître la fourchette? Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est pas grave s'il ne la connaît pas. Pas tout le temps. En fait, c'est comme s'il le disait au recruteur, qu'est-ce que vous me proposez? Exactement, exactement. Maintenant, il y a aussi, vous savez, il ne faut pas oublier que la... Et c'est là où la négociation commence? Peut-être. Le recruteur va aller au plus bas de l'échelle? Généralement. Mais par contre, ce qui est très intéressant chez le candidat, c'est que quand il est préparé en amont, c'est-à-dire il a une idée sur le salaire qu'il veut. Lui? Oui. Mais pas sur ce qu'il veut en fonction de l'entreprise, du secteur et du poste proposé. Il a une idée. Parce que généralement, il doit avoir une idée de tout cela et il a une fourchette. C'est pour ça qu'il doit se mettre un idéal dans sa tête. Et après, si on lui propose un 10%, 15% en moins,
en vue d'un projet de carrière, en vue d'une évolution, en vue d'une formation, en vue d'une mobilité peut-être, etc. Ben, tout ça se monnaie. D'un autre côté, il y a aussi ce qui est intéressant. Il n'y a pas que le chiffre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des journées qui sont données pour la formation, pour qu'ils continuent à étudier? Parce que ça aussi, c'est une rémunération. Il pose la question, le candidat? Il peut demander qu'est-ce qu'il y a comme avantage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avec le salaire, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a possibilité de continuer. Alors je vais vous embêter vraiment dans le détail, parce que c'est dans le diable est dans les détails. Alors, justement, moi je suis candidate, vous êtes recruteur. Oui. Je ne peux pas prendre votre place maintenant. Vous êtes recruteur et vous me dites quelles sont vos prétentions salariales. À ce moment-là, je vous dis, quelle est la fourchette? Qu'est-ce que vous me proposez? C'est ça? Vous me dites, je vous propose, par exemple, pour démarrer, je vous propose 6 000 dirhams. 6 000 dirhams. Alors, à ce moment-là, est-ce que je rebondis directement et je demande quels sont les autres avantages? Là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Alors, voilà, donnez-moi les détails. Alors, ce qui va se passer tout de suite après, voilà le salaire que je vous propose. Tout de suite, enfin, s'il y a un degré de réactivité, c'est que par rapport à ça, dans le public, par exemple, il y a 100. D'accord. Il y a tant de salaires. Et vous commencez à donner des arguments. C'est-à-dire, vous ne le dites pas, non, je ne veux pas. C'est là où il y a cette flexibilité dans la communication qui va se faire et qui va faire que ce que vous allez dire ne va pas être choquant. Ce n'est pas un ton sec, amer, pour dire, alors qu'est-ce qu'il me prend pour qui? Mais vous allez commencer à argumenter doucement, gentiment, en fait, ce qui se passe pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on vous propose. D'accord. Et est-ce que nos jeunes... Mais par contre, ceci ne peut se faire que quand une discussion s'est faite et vous avez à peu près l'assurance que ce monsieur ou cette dame vous veut. Et quand vous n'avez pas cette assurance? Eh bien, posez des questions jusqu'à ce que vous ayez un indice dans la communication qui favorise. Des questions sur quoi? Alors, par exemple, vous êtes en train de parler, vous discutez de votre sujet et il y a un moment, on va vous dire, dans le projet sur lequel vous allez travailler... OK. Vous sentez que c'est vous? Ou alors, on vous dit, pour le type de profil comme vous... Okay. Et donc, on commence à avoir des indices, voilà, où vous commencez, machin. Donc, il y a des indices dans la communication, ou alors que quand vous dites, sur ce projet, et vous commencez à parler de ce projet, ah non, c'est pas notre priorité. Bon, vous avez un indice clair que c'est pas encore en votre faveur. Okay. Donc, maintenant, vous le pouvez négocier, un jeune peut négocier, effectivement, mais quand il est sûr qu'il est le bon candidat. Le bon candidat. Mais des sinon, fois, c'est pas très évident. Parce que si c'est notre rôle, des fois, on essaie quand même de stresser un petit peu le candidat, voir comment il va réagir. Ça, c'est la DRH qui parle. On essaie de le stresser un petit peu, de voir comment il va réagir, de semer un petit peu le doute et de voir ses réactions. Parce que c'est très important pour nous de voir comment il va réagir par rapport à notre entretien d'embauche. Ça nous dit beaucoup, en fait, plus ou moins, par rapport à ses réactions dans la réalité et sur le terrain. Maintenant, par rapport à ces comparaisons, c'est-à-dire... là, on ne va pas être très d'accord, mais maintenant, dire à un recruteur, par exemple, que dans le public, il y a ça, il faut vraiment que... Je ne pense pas que ça peut être un argument fort pour quelqu'un qui vient de démarrer sa carrière, pour quelqu'un qui a des années d'expérience. Il risque d'être rapidement déstabilisé par le recruteur. Parce que je vais lui dire... C'est pour ça que j'ai mis la réserve. Voilà. Ouais. Il faut qu'il soit sûr que c'est le bon candidat. À ce moment-là, quand il a cette assurance, c'est pour ça qu'il faut faire parler le recruteur. Oui. Et personnellement, c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer les entretiens. Absolument. Ça se prépare. Ça se prépare. Et des fois, je vais ouvrir la parenthèse, on reçoit des candidats et ils ne connaissent même pas l'entreprise, alors qu'il y a dans l'annonce, telle entreprise recrute. Et donc, ils viennent, vous lui dites, vous connaissez telle entreprise, vous êtes là pour le recrutement de... honnêtement, pas trop. Donc là, vraiment, ça part en vrille très vite. Très vite. Donc, moi, je n'y vois pas d'inconvénient qu'une fois qu'on discute le salaire, qu'il pose la question sur les avantages. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont les avantages sociaux? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a du coaching, de l'accompagnement? Est-ce que vous organisez des team building, etc. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire, je dis que la personne, elle est curieuse, elle est intéressée. Et des fois, vraiment, à ce moment-là, des fois, l'entretien pourrait vraiment passer à
un niveau... en faveur du candidat. Du candidat. Alors, vous avez parlé, vous avez donné la comparaison rapidement privé-public, mais c'est surtout pendant la discussion avec les passants dans la rue tout à l'heure, le micro-trottoir, que ça a été évoqué. Dans le privé, on négocie, dans le public, on négocie pas parce que les barèmes sont déjà Très fixés. peu de marge. Comme a si bien dit le monsieur, c'est qu'il y a des primes, effectivement, qui sont octroyées, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les primes sont octroyées, vous comprenez que ce n'est pas pour le premier salaire. Donc, les primes, c'est suite à une négociation, parce qu'il y a une prime de rendement, etc. Donc, en fait, c'est lié à un processus d'évaluation et non pas de recrutement. Et même dans le processus d'évaluation, on a quelque chose de très important. Peut-être que le sujet d'évaluation a été abordé au départ. Tout dépend des procédures qui sont mises en place. Oui, on en a parlé le 31 décembre dernier. Absolument. Donc là, le processus d'évaluation est un processus qui passe à peu près par 3 grands axes, qui est l'amont, qui est la procédure qui existe déjà. Alors, quand il y a une procédure, tout le travail du manager ou de l'évaluateur se facilite parce qu'il a déjà les grilles, il a une marge de manœuvre. En fait, c'est très clair. Mais le problème se pose surtout quand il y a une négociation qui se fait sans cadre, sans procédure. Et ça, on va revenir sur ce point, c'est très important. Absolument. Comment négocier en l'absence de cadre et de procédure et de grille salariale aussi. Ça, c'est vraiment lorsqu'on est installé dans le travail, dans l'entreprise et qu'on sent qu'on a besoin. Parce qu'à ce moment-là, là aussi, on n'a pas d'objectif. Donc, c'est juste une question de sensation. Quand il n'y a pas d'objectifs qui ont été déterminés au début de l'année pour pouvoir ensuite négocier une augmentation, etc. Donc, ça se fait uniquement au feeling. J'ai l'impression que je travaille plus et donc je mérite plus. Et qu'est-ce que ça... Moi, je t'arrête, Yasmine, tout de suite, parce que, tu sais, c'est ça le problème. C'est qu'on part à une négociation avec du feeling. Une négociation, ça se prépare. Même si, en l'absence de procédure dans cette entreprise, et on connaît le tissu économique marocain, c'est des PME, PMI, on connaît la nature de l'organisation interne maintenant, même en l'absence de ces procédures, et des fois même en la présence de ces procédures et à l'absence d'objectifs, il faut que je me prépare parce que cette négociation, elle est pour moi. Eh bien, on revient sur tout ça en détail, juste après une courte pause. À tout de suite sur Médien TV. Allez, de retour sur notre plateau, un plateau vraiment, on va dire, qui va vous former à la négociation de salaire. Si vous venez de démarrer dans la vie professionnelle, si vous êtes en plein entretien et que vous avez manqué la première partie de cette émission, n'hésitez pas à la retrouver sur notre site medientv.com. Vraiment, vous aurez énormément de tuyaux pour pouvoir bien négocier votre premier salaire. Maintenant, si vous êtes installé dans l'entreprise et que vous avez besoin de négocier une augmentation, eh bien, comment on s'y prend? C'est ce que nos spécialistes vont nous démontrer dans quelques instants, Mona Sbahi et Salima Debbar. Alors, mesdames, mais juste avant de parler de ça, j'ai envie de vous poser cette question. Vous avez dit au départ, un salaire, c'est une contrepartie, c'est une rétribution, c'est une rémunération. Mais quand on entend quelqu'un dire « Ah oui, mais lui, il touche bien, hein, il touche vraiment beaucoup ». Ça veut dire quoi? Il touche bien, il touche beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il touche plus que ce qu'il ne mérite? Ou c'est juste le chiffre qui est gros et qui donne envie? Honnêtement, je ne sais pas, il faut voir la personne qui a annoncé ça, parce que ça dépend de chacun, parce que c'est nos propres référentiels par rapport à ça. Honnêtement, c'est très vague. Si je touche 5 000 dirhams, quelqu'un qui touche 15 000 dirhams, pour moi, il touche bien. Oui. Si je touche 20 000, ben, quelqu'un qui touche 100 000, pour moi, c'est bien. Celui-là, il est bien rémunéré, mais à des niveaux très différents. Maintenant, comment négocier une augmentation? Il y a ce que prévoit la loi. Et on rappelle ce que prévoit la loi, ce sont des augmentations... 2 ans, 5 ans, 12 ans, et 20 ans et 25 ans. 5 ans, ok. Tout à fait. Alors, quand je veux négocier une augmentation, est-ce qu'il faut que je m'éloigne de 2 ans, 5 ans, que ça ne soit pas vraiment au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, puisque de toutes les manières, il y a une augmentation automatique prévue par la loi. On sort du secteur public, bien sûr, parce qu'on l'a déjà dit. Oui, bien sûr, on part du secteur privé. Donc, il n'y a pas vraiment de négociation. Maintenant, on est dans le secteur privé. Il faut savoir se préparer à cette négociation. Il ne s'agit pas de 2 ans, 7 ans ou 50 ans. Il s'agit de vous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous avez rendu à cette entreprise. Il faut qu'on sorte de cette approche sociale. Mais si l'entreprise ne communique pas mes performances, ne me donne pas, ne me pose pas justement les points, les objectifs,
ne me fait pas passer de bilan annuel, ne me communique pas mes résultats, sur quoi je me base pour négocier? Là, la question devient très épineuse. Pourquoi? Parce que généralement, quand on est dans un manque de procédure telle, le problème, c'est que pour motiver ces équipes, le manager promet des choses. Oui, exact. Et à la fin de l'année, il ne trouve pas les moyens pour pouvoir vraiment faire ce qu'il a promis. Et donc, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et donc, ce n'est même plus le problème, il est déplacé. Il n'est plus chez celui qui demande l'augmentation, mais il est chez le manager parce qu'il a promis. Mais les moyens, parce que lui non plus n'a pas toutes les ficelles, n'a pas tous les moyens de le faire. Et donc, il se trouve vraiment en situation difficile. Et c'est là, en tant que coach, je vais dire, c'est le moment idéal pour mettre en place toutes les émotions. Avec qui? Qui met les émotions avec qui? Tous les deux. Un va se défendre et l'autre va être agressif. Salarié et manager? Absolument. Ou manager N+1? Exactement. Donc en fait, ça, généralement, on demande à son supérieur hiérarchique. Alors le supérieur hiérarchique va essayer d'expliquer sa situation, bien qu'il soit mal dans sa peau parce qu'il a déjà promis. Très bien. Moi, je suis manager d'équipe. Oui. J'ai promis à mes équipes une augmentation, certains des avantages ou formations. Très bien. Au bout d'un an, donc ils bossent, ils triment. Ouais. J'ai réussi à les faire travailler à coup de promesses, mais au bout d'un an, je ne peux pas tenir mes promesses parce que mon N+1 à moi ne me permet pas de les tenir. Ou l'entreprise n'a pas les moyens de le faire. Ou l'entreprise n'a pas les moyens. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce qui se passe, c'est ce qu'a dit Mouna, démotivation, désengagement, et puis peut-être sabotage, ou alors je vais aller chercher ailleurs. Et c'est là où justement moi, en tant que coach, j'ai dit attention. Ne pas mentir. Il faut de la transparence. Alors, quand l'entreprise n'est pas suffisamment structurée, or que la vérité, il y en a pas mal qui se structurent aujourd'hui, les PME qui ont compris. Alors, ce qui est magnifique, justement, et là c'est important de le dire, c'est que l'entreprise a compris la place stratégique des ressources humaines. Ça y est, on l'a compris. Bon, pas chez toutes, évidemment, mais il y a quand même une grande prise de conscience. Et ça, c'est le qualificatif à partir ou la particularité des années 2010 jusqu'à maintenant. D'accord. C'est tout nouveau. Donc, on essaie de faire de son mieux. Ce n'est pas encore extraordinaire. On ment encore aux salariés? Non, enfin, d'après mes recherches et d'après les études que j'ai menées, en fait, il y a pas de négociation, mais de marchandage. Oui. Ce n'est même plus une négociation, c'est un marchandage. Alors, on se met d'accord sur un certain nombre de choses que tu vas avoir à la fin de l'année, si jamais on fait ça et ça et ça et ça. Okay. Et là aussi, bon, c'est une sorte de compromis, mais qui reste toujours loin de ce que l'on demande de manière déontologique et éthique pour pouvoir quand même avancer de manière claire, nette et spontanée. Parce que l'information dans tout ce qui est gestion des ressources humaines est primordiale. Information, donc transparence, communication. Je rajoute juste un petit truc, c'est pourquoi le métier de manager, ça s'apprend. Absolument. On ne le devient pas par hasard. C'est pas parce qu'il y a une évolution que je passe à un poste de management que je deviens manager automatiquement. Ça s'apprend. Il nous reste 3 minutes. En l'absence de procédure claire, comment je négocie une augmentation? Préparez-vous. C'est que du feeling. J'ai l'impression que j'ai bossé plus. J'ai l'impression que j'ai fourni plus. Vous êtes dans le tort. On n'a pas l'impression. Il faut se préparer. Comme on a dit aux jeunes candidats, aux jeunes lauréats, de se préparer à l'entretien, à son premier entretien, à sa première négociation, on dit à cette personne dans l'entreprise, préparez-vous. C'est-à-dire tout au long de l'année, je calcule ce que je fais en termes de réalisation. Je n'ai pas besoin d'avoir un armada derrière moi pour dire, voilà, il y a les procédures, il y a ça, mais je peux faire de l'effort personnel, voir qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce que je fais entrer comme chiffre. Ça ne se calcule pas seulement par rapport, je suis là tous les jours à 8h du matin et je ne sors qu'à 19h. Ça ne veut rien dire, vous êtes là de 8h à 19h, mais on ne peut pas avoir les chiffres. Ses propres chiffres. Chiffres de quoi? De réalisation
donnez-moi n'importe quel poste. Vous êtes un magasinier, vous êtes un commercial, vous êtes un financier, vous êtes un RH. Quel que soit le poste dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir des chiffres. Combien, par exemple, vous êtes un RH, combien vous avez recruté, combien de paix vous avez passé sans avoir des erreurs, que ça a été impeccable, combien de Mais on va vous dire, déclarations. on vous a recruté pour ça, heureusement que vous ne faites pas d'erreur. Exactement. Mais maintenant, ne me dites pas qu'il n'y a pas de chiffres. C'est-à-dire, on peut toujours évaluer la charge du travail. Il y a eu un départ et donc je me suis occupée et de mes tâches et des tâches de l'autre. Et donc, il y a toujours des chiffres. Il ne faut pas dire que je vais à une négociation au feeling. C'est pourquoi, une fois la négociation au feeling, ça marche presque jamais. J'ai travaillé beaucoup, vous êtes payé pour ça. Mais Exact. quand vous êtes là avec bien un ensemble de chiffres, votre propre tableau de bord, et vous dites j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai remplacé telle personne, j'ai réalisé tel chiffre d'affaires, j'ai réalisé telle valeur ajoutée, il faut savoir se préparer. Il faut pas, parce que vous savez, moi de ma part, de mon expérience en tant que ex-DRH, la plupart du temps, quand on recevait des demandes d'augmentation du salaire, et même aujourd'hui avec mes discussions avec mes confrères, il y a toujours cette négociation via le social. J'ai des enfants, les enfants sont en âge de scolarité, aujourd'hui j'ai des charges, j'ai pris un crédit immobilier, etc. Mais avec qui vous parlez ? C'est une grosse erreur. Bien sûr, c'est une gourde. Parce que aller vers un recruteur... On ne demande pas l'aumône non plus. Voilà, c'est ça tourne à une demande d'aumône. Alors que vous êtes dans votre droit, si vous avez bien réalisé, si vous avez bien fait votre travail, si vous êtes bien... Vous avez de la valeur pour cette entreprise et il faut savoir vous valoriser par rapport à vos tâches, à votre travail et non pas par rapport à votre situation familiale ou sociale. Ma mère est malade, mon père a quitté son travail, etc. Et au pire des cas, si malgré cette objectivité, votre crédibilité, etc., il n'y a pas de retour, c'est l'occasion aussi de se dire, et on l'a dit au départ pour les jeunes, comment je veux gérer ma carrière, qu'est-ce que j'envisage dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est aussi le moment de se dire, si je n'ai pas ce que je veux, pourquoi pas ne pas changer. Ne pas changer, ne pas se former, ne pas évoluer, voilà. Avoir un plan de carrière. Et Absolument. Ça aussi, c'est un sujet que nous promettons à nos téléspectateurs. Mesdames, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous êtes un peu frustrées, j'ai l'impression. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est ce que tous les spécialistes disent en quittant. Merci beaucoup, Mona Sbahi. Vous êtes ex-DRH et coach. Salima Debar, vous êtes coach également, professionnel, universitaire et chercheur en RH. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Je vous libère et moi je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre sur Médien TV, bonjour et bienvenue à vous. On enchaîne tout de suite avec notre interview santé et ce qui attire les hommes en matière de chirurgie esthétique. Nous faisons le point tout de suite avec le docteur Selma Louazani, chirurgien esthétique. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, avant de développer avec vous les interventions chirurgicales les plus prisées par les hommes, nous allons voir ce qu'ils en pensent à travers ce micro-trottoir. On veut plaire parce que on n'est pas convaincu de sa personne, on n'est pas convaincu de son physique et on voudrait certainement avoir une autre image dans la société. Donc je pense que c'est une raison principale pour les hommes. Et pour moi personnellement, ça ne m'intéresse pas, je me plais comme je suis et voilà. Et il ne manque jamais de conséquences dans des trucs pareils, il y a toujours de mauvaises conséquences. Aujourd'hui, tu peux te plaire de ça, mais à la suite, tu regretteras un jour pourquoi je l'ai fait. Et pourtant, il fallait s'admettre comme tu es. Je comprends que quelqu'un peut faire ça. Peut-être tu es né avec une malformation, tu fais une opération. Là, je comprends, mais tu es né intact, tu pars faire une malformation. C'est modifier le corps, comme je peux le dire. Non, c'est anormal, selon mon avis. Là. Moi, je n'ai aucun inconvénient à ce qu'un homme aille chez le chirurgien esthétique si jamais il a quelque chose de très très simple à réparer. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des catégories de fonctions qui nécessitent un faciès bien déterminé, par exemple des présentateurs de télévision, des acteurs, des gens qui sont publics, et leur visage influe sur la parole qu'ils donnent à l'audience, aux téléspectateurs et à l'audience. Donc pour moi, il n'y a aucun problème si jamais cet homme ou
pour les autres, je crois qu'il y a des petites chirurgies auxquelles on peut facilement avoir accès sans que ça gêne. Mais il y a d'autres chirurgies qui sont un peu pénibles pour la personne, pour les supporter. Et deuxièmement, pour la santé des personnes, parce que nous savons tous qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Des accidents de chirurgie, des accidents d'anesthésie. Je connais des femmes, des hommes qui ont perdu leur vie au cours d'un petit lifting de rien du tout, qui ne demande rien. Une petite anesthésie, l'accident, et puis c'est la mort. Tout l'aspect esthétique, à savoir couvrir des petits boutons, des rougeurs, etc. Donc les hommes ont recours à du fard ou à des tas de choses, mais depuis longtemps, je pense que c'est pas nouveau. Par contre, on n'en parle pas. Les hommes ne vont pas en parler. Les hommes ne vont pas, on va dire, en discuter même entre eux. Ça reste quelque chose d'assez personnel, intime, secret, et donc socialement pas encore partagé. Voilà, est-ce que c'est normal ou pas? Je pense que bon, il n'y a pas de jugement à apporter là-dessus. Je crois que si un homme a un recours à une chirurgie esthétique, c'est qu'il a une raison. Très personnel, de son image de lui, pour peut-être rester plus jeune, mais comme les femmes finalement. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a peut-être pas de différence entre les hommes et les femmes. Si nous avons recours à la chirurgie esthétique, c'est pour garder des traits de jeunes femmes. Donc peut-être que pour les hommes, c'est la même chose. Donc chacun a sa liberté, mais personnellement, je trouve que quand le bon Dieu nous a créés d'une façon, il y a sûrement une beauté quelque part. Donc il faut la garder. Eh bien, on a un petit peu entendu de tout, hein, ce qui fait plaisir aux spécialistes et ce qui ferait aussi un peu moins plaisir aux spécialistes que vous êtes. Oui, il faut prendre tous les avis, puis écouter tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées là-dedans. La gêne vis-à-vis de toutes les sociétés, puis la crainte d'aller là-dedans. Une crainte qui est parfois justifiée, mais qui, à d'autres moments, ne l'est peut-être pas toujours. Et aussi la peur de l'anesthésie qui a été soulevée, oui. C'est récurrent hein, quand quelqu'un dit je vais subir une intervention de chirurgie esthétique. Ah bon, c'est nécessaire? Tu n'as pas peur de l'anesthésie? Donc ça, c'est, on va dire, des discussions de femmes, mais visiblement, les hommes aussi ont les mêmes appréhensions. On va revenir avec vous sur ce qui attire vraiment le plus les hommes en matière d'intervention esthétique. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus, Alors, Dr. Ouazzani? les demandes sont à peu près similaires à celles des femmes. C'est souvent le code social, puis la pression sociale est la même pour les hommes et pour les femmes. Les demandes des hommes sont plus, on va dire, c'est un cercle un petit peu plus réduit, sont plus classiques. Il va y avoir tout ce qui est rajeunissement. Il y a les pratiques médicales puis chirurgicales. Tout ce qui est médical, c'est tout ce qui est rajeunissement. Donc, injection, comblement, acide hyaluronique, toxine botulique, mésothérapie et tout ça, PRP. Et quand on parle aussi de ça, on parle aussi du traitement du cheveu. Donc en fait, quand on a une perte du cheveu, il y a on n'est pas obligé à ce stade-là d'avoir recours à de la chirurgie, on peut y aller avec des thérapies. C'est une petite calvitie. Voilà. Là, c'est une calvitie plus importante. Là, on est un peu plus dans la chirurgie qui peut se faire... On peut revenir à l'image d'avant, si vous permettez? Voilà, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est une petite calvitie. Qui est accessible à un traitement médical par des injections. Donc à ce moment-là, on peut associer de la mésothérapie, on peut mettre du plasma, donc PRP, rajouter des traitements par voie orale. Et ça stimule la repousse. Ça stimule la repousse, oui. Très bien. On passe à l'autre? Alors ici, mettons ici, il n'y a plus du tout de cheveux. Donc là, on va aller faire un implant, une greffe de cheveux. Donc là, les techniques varient, mais on va faire un implant en prélevant dans une petite zone cachée qui ne paraît pas. Et là, on va aller chercher à au niveau de la nuque. Cheveux. Voilà. Et c'est la zone en fait qui garde toujours un réservoir de bulbes, c'est bien ça? Oui, c'est juste parce que c'est une zone qui est cachée plutôt que d'avoir une zone sur les tempes où on va aller plutôt dans cette zone-là. C'est un peu plus élastique aussi et donc on va réaliser une greffe de cheveux. C'est une pratique qui est très, 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 très courante et de façon surprenante dans les milieux méditerranéens, dans les sociétés méditerranéennes, c'est très important. Donc ça a réellement... Un homme méditerranéen aime garder ses cheveux? Oui, c'est ça? Oui, beaucoup. Alors, il a eu ce résultat
là, au bout de combien de mois de traitement? Alors, après combien de temps? Il faut se donner le temps. Une fois que le greffon est mis en place et tout ça, on va avoir des petites repousses. Il faut se donner 1 an. Et pendant 1 an, on va associer plein d'autres choses parce que si je mets le cheveu, ben, je dois le nourrir, je dois associer d'autres... Et ça, il le garde à vie ou il risque de reprendre à nouveau le processus si non, on peut il va revenir le sur la garder photo. à vie parce que souvent, on va avoir, il va entretenir, mais souvent, une alopécie est quelque chose qui est héréditaire, qui est congénital, congénital, qui est héréditaire et qui vient d'une information des parents. Donc souvent, elle a cette forme-là chez l'homme. Donc c'est facile, on va refaire une greffe et on va entretenir, c'est-à-dire qu'on va mettre des soins et tout ça pendant 1 année, laisser le temps au temps, puis ça guérit bien. En parlant d'anesthésie, ici, on n'est pas endormi pour ça. Si on supporte une anesthésie locale, il n'y a pas de risque. Le risque peut-être de ne pas avoir une réussite à 100%, mais on a des cheveux qui reviennent. Et on ne les perd pas? On ne les perd pas. On les garde? Sont là, oui, ils sont là. Ce n'est pas une alopécie qui va revenir? Non, ce n'est pas une alopécie qui va revenir. Il y a des zones qui vont peut-être moins adhérer que d'autres, sur lesquelles on va travailler. On peut avoir besoin de retouches et tout ça, mais non. Voilà. Parfait. On va passer à une autre intervention qui est souvent demandée par vos patients, Dr Ouazani. Ça, c'est... Alors ici, on a 2 choses. J'ai un petit peu d'embonpoint. Ça, c'est alors avec le cheveu, la liposuction. Chez les hommes? Oui, ça c'est la demande est quasiment aussi importante que chez les femmes. Elle est beaucoup plus taboue, on ne le dit pas, mais elle est très pratiquée. Donc en fait, Mais justement, je vous pose la question, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Une lipo, c'est fait pour corriger ou pour maigrir? Non, c'est fait pour corriger. C'est très important. Si j'ai un indice de masse corporelle, en fait, qui est un rapport entre le poids et la taille qu'on peut calculer sur Internet, si j'ai plus que 30, il est recommandé de perdre du poids parce qu'à 30, on est déjà en surpoids. Au-delà, la liposuction n'a pas d'effet. Prenons ici, on voit un embonpoint. On voit qu'il y a un peu de graisse au niveau des seins. On appelle ça la gynécomastie. Et il y en a un petit peu au niveau du ventre. Donc à ce moment-là, c'est parfaitement accessible à la liposuction. On pourrait parler de liposuction sous anesthésie locale, mais là aussi encore, il faut que le patient accepte d'avoir... ici, on voit aussi, c'est une gynécomastie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, on est rentré par le mamelon parce que le monsieur avait un peu de graisse, un peu de glande. Et ça se camoufle très bien. Donc, quand j'ai de glande mammaire? Oui, qui se développe à... C'est une malformation? Non, qui se développe. Alors, 80% des adolescents vont développer une gynécomastie au moment de l'adolescence qui va régresser à peu près dans 90% des cas. Okay. Donc, le petit 10% qui reste peuvent vivre avec, mais il y en a qui ont une demande et qui ont une gêne. Il va mettre un t-shirt, puis ça va apparaître. Donc, c'est un acte qui peut se faire... Il va avoir comme une petite poitrine. Voilà, comme une petite poitrine. À ce moment-là, ça se fait sous anesthésie locale. Ici, on parle de surpoids. On a le petit ventre, la petite bedaine, comme on l'appelle, qu'on n'aime pas beaucoup. À ce moment-là, on peut y avoir accès par liposuction. Mais d'abord, un régime. Alors oui, on demande toujours, moi, tant que l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, je dis aux patients, on va réduire un peu. Et ça ne va pas, on ne verra pas d'amélioration avec la liposuction. La liposuction n'est pas une technique d'amaigrissement. Elle va chercher ce qui résiste à la perte de poids. Exact. Et important aussi, si je fais un régime puis que je perds en 1 mois 10 kilos, pour dire quelque chose, je vais reprendre du poids après ma liposuction, donc 0 bénéfice. D'accord. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus agressif. Ici, on est dans l'abdominoplastie. Là, on est dans une vraie chirurgie parce que les autres, la liposuction et tout ça, peuvent être faites sous des anesthésies régionales. Ici, on rentre dans une anesthésie générale, on va enlever. Et ça, c'est populaire, un peu moins populaire chez les hommes. Souvent, chez les femmes, c'est plus fréquent avec les accouchements. Donc, on a de la peau. Le monsieur a perdu, il a beaucoup perdu, mais ça ne s'est pas rétracté. Donc, il a un petit tablier. Un excédent de peau. Voilà, un excédent de peau et qui s'enlève très facilement. Voilà, donc en fait, c'est... On met un peu de liposuction pour définir les contours et après ça, on va faire une abdominoplastie. C'est comme une grosse césarienne. Voilà, c'est une des rares interventions où le patient a besoin d'une anesthésie générale. Toutes les autres peuvent se faire avec plusieurs... Des anesthésies locales. Oui, plus Et ça, c'est demandé par les hommes? Forcément, mettons que la liposuction est plus demandée, ici, moins, parce que ça implique une grosse perte de poids. D'accord. Là, c'est lipo aussi? Oui, c'est lipo.
Donc ici, c'est liposuction. Donc redéfinir, tout redéfinir. Il faut savoir que quand on a un petit tablier, on peut même replacer le nombril. Donc dans l'abdominoplastie, ici, c'est liposuction. C'est liposuction. Pour redéfinir les contours. Et la légende urbaine qui dit qu'après une liposuction, la graisse revient aux mêmes endroits, non. Alors, on dit qu'elle ne revient pas aux mêmes endroits, mais qu'elle va aller se loger dans d'autres endroits. C'est pas vrai. Si je fais attention à mon poids, que je stabilise mon poids, puis que je suis dans une évolution régulière, la graisse ne revient pas. C'est une théorie, mais elle ne revient pas. Elle ne revient pas du tout? C'est sûr que si je fais une liposuction, les patients qui ont une liposuction sont tellement contents, patients ou patientes, qu'ils ont tendance à se laisser aller. Oui. Donc, ils reprennent du poids. Je vais en avoir ailleurs, forcément. D'où l'importance d'abord perdre du poids. De se stabiliser, si j'atteins un poids, mais que je vois que je suis stable, je sais que mon poids ne baissera pas. La liposuction peut être une solution, mais pas... Mais je ne peux pas prendre du poids après. Si je prends 10 kilos, ça va se placer quelque part. On va revenir au visage. Je crois que le corps, on a fait le tour. Celle d'avant, je crois. Alors, on va parler des oreilles aussi. Mais d'abord, le visage. Oui, plus dans les pratiques médicales. Médicales, exactement. Alors, bien sûr, on parle du lifting, mais avant d'arriver au lifting, les techniques médicales, ici, on voit que le patient a des rides au niveau du front, il a des cernes, un affaissement du visage. Donc là, on va aller avec de la toxine botulique au niveau du front qui peut ouvrir le regard. On va remonter un petit peu les pommettes, combler les sillons sur les côtés. Est-ce qu'on vous demande aussi l'effet naturel, de vraiment garder un physique viril? Oui. Mais pas une peau de bébé chez un homme de 45 ans. La peau de l'homme est une peau épaisse. On ne changera pas sa qualité. Il y a la barbe, elle est faite pour avoir une barbe, elle est faite pour être plus épaisse. C'est un aspect bonne mine. On peut avoir de la mésothérapie, des peelings et tout ça. La demande est la même que pour la femme, naturelle. Naturelle. Alors, et les femmes aussi, j'imagine qu'elles demandent de plus en plus un aspect naturel. L'un des intervenants, tout à l'heure, des messieurs rencontrés dans la rue, parlait de ce profil particulier de personnes qui pourraient avoir accès à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique en parlant de gens des médias, de gens du cinéma. Quel est le profil des hommes qui vient chez vous pour ce type d'intervention? On voit de tout. On voit de toutes les catégories, de tous les emplois, de tous les âges. Il n'y a aucune restriction. Cette image, c'est sûr qu'on a une pression qui est véhiculée par les médias sociaux de toujours voir des journalistes et tout ça, mais non. Non, tout le monde demande. Pas du tout. 30 secondes. Oui. Les oreilles aussi, un décollement de l'oreille. Alors, ça peut être une petite malformation de l'oreille, un lobe qui est plus court, plus long, que je veux diminuer, tout ça. Puis, il y a l'oreille décollée. Donc ça, c'est l'autoplastie. On va rapprocher les oreilles. Les hommes sont plus gênés que les femmes parce que, en fait, ça apparaît plus. Ça apparaît plus. Voilà. Les femmes peuvent cacher avec les cheveux. Exactement. Et chose importante, on ne corrige jamais les oreilles avant l'âge de 6 ans parce qu'entre 6 et 8 ans, l'oreille de l'enfant, chez les petits garçons, les petites oreilles qui sont tout le temps décollées, vers l'âge entre 6 et 8 ans, l'oreille a tendance à tourner. D'accord. Donc, on attend tranquillement que ça se replace. À 6 ans. À partir de 6 ans, c'est négociable. C'est négociable. Docteur Selma Louazani, merci beaucoup pour ces détails. Merci. Et on peut bien sûr tout retrouver sur notre site medientv.com. Quant à moi, je remercie toute l'équipe, bien sûr, à Rabat, à Tanger, à Abidjan. Et puis, je vous remercie à vous également pour votre fidélité. À très vite. Au revoir.